Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. NAM s'apprête à accueillir demain le 50e anniversaire de l'indépendance nationale. Le bataillon mauritanien de la force du G5 Sahel, bientôt opérationnel, Mbeke Tahouache, accueillera le poste de commandement de la zone ouest. Il y a quelques jours, le Maroc avait appelé en vain un dialogue avec l'Algérie. Rabat attend toujours la réponse d'Alger. NEMAS s'apprête donc à accueillir demain le 50e anniversaire de l'indépendance nationale. Tout est fin prêt pour donner à cette fête l'éclat qu'elle mérite. D'importants moyens financiers et logistiques ont été mobilisés pour doter la capitale du Hawd Sharqi en infrastructures socio-économiques afin d'assurer la réussite de l'événement. Les avenues ont été goudronnées, électrifiées, des lampadaires installés sur les grands axes de la circulation, donnant à la ville une vue prenante la nuit. Mais le temps fort de cette fête d'indépendance nationale sera sans doute le défilé militaire qui constituera le clou de l'événement. Le défilé fait partie de ce qu'on appelle les parades militaires. Les parades militaires, elles ont une double vocation. Elles portent un message interne destiné aux membres des forces armées parce qu'elles montrent et elles créent la cohésion en leur sein. On les entraîne 2 heures et 2 heures durant pour qu'ils marchent du même pas. Ils posent le pied gauche au même moment, le pied droit au même moment, ils balancent le bras dans le même sens et au moment. Cette synchronisation, cet entraînement, cette synchronisation gestuelle comporte réellement un message de cohésion. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, il y a une musicalité interne, puisque si vous marchez du même pas et au son de la musique, il y a de l'esthétique là-dedans, il y a une beauté là-dedans qui parle aux sensations des personnes. Il y a aussi ce côté esthétique qui s'adresse aux militaires. Mais le deuxième message et le plus important, c'est le défilé militaire que voient les civils. Les civils ne voient pas les militaires dans les opérations, ils ne les voient pas dans les casernes, ils les voient uniquement dans les parades. Et la parade s'adresse d'abord et en premier lieu aux civils. Parce que ce sont les civils qui financent matériellement, financièrement les armées. Et ce sont les officiels également qui leur procurent les personnels. Donc c'est un message de cohésion interne et c'est un message aussi de cohésion avec la population, un message d'appel à l'adhésion des populations à l'effort de défense et de sécurité. Un dispositif de sécurité important a été déployé dans la ville pour l'occasion en organisant les festivités de l'indépendance à Néma. Dans une région limitrophe d'une vaste zone d'instabilité, les autorités entendent justement envoyer un message dissuasif aux terroristes et autres agents du crime transfrontalier. Cette année, ce message de cohésion à la fois interne et externe a un sens assez particulier, parce que quand même, ces défilés s'organisent dans une région frontalière avec le Mali. Et cette région est aujourd'hui considérée parmi les exposés aux risques en termes de sécurité, et notamment les menaces terroristes. Le fait je n'aime pas dire délocaliser, mais le fait qu'on l'organise dans cette région, dans cette période justement où il y a beaucoup d'incertitudes, ça envoie un message assurant en termes de sécurité. Et ça envoie aussi un message dissuasif aux forces du mal, aux terroristes, pour leur dire nous sommes bien là, attention, c'est bien notre terroir et c'est nous les maîtres et personne d'autre. Un millier de soldats mauritaniens est en train de prendre position pour constituer le bataillon mauritanien de la force conjointe du G5 Sahel, Moribat. Si les travaux du poste de commandement n'ont pas encore commencé, les troupes côté mauritanien sont bien là, prêtes à contrer une éventuelle menace terroriste dans la région. Pour l'heure, une simple stèle en béton peinte en blanc symbolise l'emplacement du futur poste de commandement de la force conjointe à Mbeke Tahouache. Récit de Siré Sidibé. Le bataillon mauritanien de la force conjointe du G5 Sahel Moribat est sur le point de se mettre en place. Il est constitué d'un millier d'hommes.
Le poste de commandement de la zone ouest, c'est son nom, il sera basé à Mbeyket Laouache. Les travaux d'IPC n'ont pas encore commencé. L'emplacement d'IPC est idéalement placé et même stratégique. Il n'est pas très loin du nord de la forêt de Ouagadou, repère des djihadistes maliens contre lequel l'armée mauritanienne intervient depuis près d'une dizaine d'années. Les troupes sur place sont prêtes à contrer d'éventuelles menaces terroristes dans la région, selon le colonel Sidi Ahmed Oulhamid, à la tête de ce bataillon. Il affirme également que le bataillon est opérationnel à 80%. Sa mission est d'intervenir sur ce que les militaires appellent le fuseau ouest, c'est-à-dire le long de la frontière mauritano-malienne avec un droit de poursuite de 50 km qui pourrait être porté prochainement à 100 km. Dans le cadre de l'appui à la force conjointe, l'Union européenne a prévu de dépenser environ 17 millions d'euros en Mauritanie, dont près de la moitié servira à la construction en dur de ce poste de commandement. Il devrait être terminé dans un an, selon le calendrier prévisionnel de l'Union européenne validé par le commandement de la force du G5 début novembre. Dans cette approche du développement visant à améliorer les conditions d'existence des populations, le projet européen d'appui à la sécurité et au développement en Mauritanie prévoit entre autres la construction d'une piste d'aviation en latérite, mais aussi la mise en place d'un forage pour fournir de l'eau aux soldats sans pénaliser l'agriculture et l'élevage local. Enfin, un hôpital mobile destiné aux militaires, mais aussi aux civils, devrait aider la force du G5 à se faire accepter dans la région. Et nous allons parler maintenant d'art plastique et plus précisément de peinture. La jeune Saïda excelle dans cet art. Hamaoullah est allée à sa rencontre. Voici son reportage. Saïda, une jeune étudiante à la faculté des sciences économiques et juridiques de Nouakchott, s'active sur la peinture. Un métier qu'elle pratique depuis l'âge très jeune. Elle se lustre avec des tableaux d'art qui reflètent la société et le quotidien de la femme mauritanienne. La compréhension de l'espace, le sens des couleurs, le don pour le dessin s'est révélé précoce en elle. J'ai commencé l'art plastique à l'âge de 15 ans quand j'étais toute petite. L'art c'est ma vie, donc ici à Mauritanie c'est vrai que ça manque de visibilité parce que nous les artistes, nos moyens d'expression c'est de l'art plastique. Donc en tant qu'étudiante, donc, je ne travaille pas avec mes petits moyens, j'arrive à faire mes tableaux. Donc, quand vous voyez que moi j'ai peint, vous allez constater que ma peinture reflète la femme africaine en tant que mauritanienne, arabe africaine. C'est les tabous, c'est beaucoup de choses parce que vraiment il y a beaucoup de noms, surtout la femme. Dans une société comme la nôtre, l'art plastique est peu valorisé, ce qui pousse Saïda à voyager vers l'étranger pour exposer son travail. Avec ses propres moyens, elle arrive à s'exprimer à travers la peinture. Moi, souvent, j'expose ici en Mauritanie, mais je trouve que ça va mal, quoi, parce que il n'y a pas une culture d'achat de tableaux. Et moi, avec mes petits moyens, je ne peux pas, à chaque fois j'expose, et finalement, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout. Donc, finalement, j'ai exposé à Dakar, à Biennale Dakar, Biennale Dakar 2018. J'ai commencé à exposer depuis quelques années ici à Mauritanie, mais finalement, j'ai décidé d'aller à Dakar pour qu'au moins je donne à mes tableaux plus de vision, quoi, parce que comme on sait que le Sénégal, c'est le pays des arts. L'art plastique peine à décoller en Mauritanie. Ceci peut être expliqué par le poids de la société très conservatrice, mais aussi par le manque d'appui des autorités de tutelle. Nous avons des problèmes gigantesques dans notre vie artistique. Et les problèmes, il s'agit de la société. On n'arrive pas quand même à briser les tabous sociaux de l'utilisation et l'application de l'image dans notre société, qui est une société quand même linguistique et orale, qui n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'image, quel est le rôle de l'image dans la société. Et nous avons quand même un autre problème et un autre défi, il s'agit quand même des autorités, surtout le ministère de la Culture, qui n'arrive pas à comprendre quand même vraiment que le rôle des artistes, c'est un artiste révolutionnaire. Il voulait vraiment débattre des problématiques culturelles, des problématiques sociales, mais pas forcément de se réagir politiquement. Les arts plastiques, un langage qui permet de s'exprimer. Ils sont un accès culturel à notre mémoire,
mais aussi à notre histoire. La peinture développe notre perception des codes de représentation pour nous rendre acteurs face aux images plutôt que de les subir. Et maintenant, nous rejoignons Ndeisso Sidi pour le journal de l'économie. Bonsoir, bienvenue dans votre journal Éco. Nous entamons cette page avec l'actualité dans la sous-région. Le gouvernement sénégalais a levé 193,2 millions d'euros de recettes auprès du secteur extractif en 2017. Si le poids de ce dernier demeure marginal en termes de contribution au PIB et d'emploi, il devrait croître avec la découverte du gisement gazier de Grande Tortue à Émiyim entre le Sénégal et la Mauritanie. Au Sénégal, les revenus du secteur extractif ont atteint 126,7 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8,5% par rapport à 2016. C'est la principale conclusion du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, du Sénégal consacré à l'année 2017. Le pays est le premier pays d'Afrique et le quatrième au monde à avoir obtenu le statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITI. En juillet 2017, souligne le rapport à travers des activités visant à renforcer la transparence des revenus du secteur extractif. D'après les chiffres fournis par le gouvernement sénégalais qui diffèrent des données consolidées par ITI Sénégal, les recettes minières ont progressé de 14% en 2017. Cette hausse est en partie liée à la mise en œuvre d'une taxe spéciale sur le ciment prévue dans la loi des finances 2017 qui a permis de générer 10,3 milliards de francs CFA cette année-là. Lundi 26 novembre s'ouvrent les Climate Finance Days jusqu'au jeudi 29. À l'approche du rendez-vous, Oxfam publie un rapport pointant du doigt les principales banques françaises. Selon l'ONG, les 6 principaux établissements bancaires de l'Hexagone continuent à financer largement les énergies fossiles. Au total, en 2016 et 2017, les 6 principales banques françaises ont accordé des financements pour un total de près de 43 milliards d'euros aux énergies fossiles, contre moins de 12 milliards pour les énergies renouvelables. Plus inquiétant encore, pour Oxfam, de 2016 à 2017, les financements des principaux établissements bancaires au profit des énergies renouvelables ont baissé de 1,8 milliard d'euros. Ceux à destination des énergies fossiles ont augmenté d'autant plus. La réunion des ministres des Finances de la zone franc, les représentants de la France, de la BAEC, et le président du comité ministériel de l'UMAC se sont prononcés sans nuance en faveur de la suppression des exonérations fiscales au sein de la CEMAC pour accroître les ressources antérieures des États membres. Cette approche qui revient à appliquer une politique récessive au moment où le taux de croissance de la CEMAC est annoncé inférieur à 2% en 2018 et susceptible d'étouffer l'embryon de croissance observé dans les pays concernés. Sous la forme, la France et la BEAC et l'UMAC appellent à une suppression des exonérations fiscales sans avoir préalablement mesuré les conséquences socio-économiques ni chiffré la plus-value fiscale escomptée pour chaque pays. L'économie de la Centrafrique en reconstruction après un long conflit armé se voit appliquer le même remède que le Gabon, dont l'économie souffre des fluctuations défavorables des prix du pétrole, qui elle-même est logée à la même enseigne que l'économie du Cameroun, bien plus diversifiée mais confrontée à un conflit séparatiste. La performance fiscale dépend de plusieurs facteurs dont le principal est l'activité économique. En période de ralentissement économique, les performances fiscales sont moindres avec ou sans exonération fiscale. Voilà, c'est tout pour la page éco. Retour à Salwa Chérif. Et maintenant, nous passons à l'actualité internationale. Rabat regrette que son invitation à créer un mécanisme de dialogue avec Alger soit restée lettre morte. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, demande une réaction officielle à cette offre.
Le chef de la diplomatie marocaine s'est entretenu à ce sujet avec l'ambassadeur d'Algérie à Rabat afin d'établir un contact avec les autorités algériennes à un niveau ministériel. Sans répondre directement à la proposition marocaine, Alger avait formellement demandé la réunion rapide du Conseil des ministres des Affaires étrangères des 5 pays de l'Union du Maghreb arabe en vue de relancer l'organisation régionale paralysée par les différends entre Alger et Rabat. Une centaine de Tunisiens ont organisé hier soir une manifestation contre la visite prévue aujourd'hui du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, soupçonné d'être le commanditaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. À l'appel de militants des droits de l'homme et des journalistes, les manifestants ont exprimé leur colère face à une visite considérée comme une profanation de la Tunisie, pays de la Révolution. Selon leurs termes, ce meurtre a donc terni l'image de l'Arabie saoudite, notamment celle du prince héritier. La justice saoudienne, de son côté, soutient que le dirigeant n'avait aucune connaissance de l'organisation du meurtre du journaliste. Réunis à N'Djamena, les experts des différents pays du G5 Sahel, en plus de la Côte d'Ivoire, Guinée et du Sénégal, ont finalisé le guide régional de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel. La validation du document cadre viendra renforcer les dispositifs déjà mis en place par le G5 Sahel, déterminés à neutraliser les groupes terroristes et freiner la radicalisation pour combattre l'extrémisme violent. Ce colloque a bénéficié du soutien du projet Partenariat pour la paix de l'USAID et de la coopération suisse. Au Togo, la principale coalition de l'opposition ne présentera pas de candidat aux législatives prévues le 20 décembre et l'appelle à de nouvelles manifestations les 29 novembre et 1er décembre pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. Elle exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que la reprise de toutes les activités préparatoires aux élections. La coordination de la coalition de l'opposition a déclaré, je cite, « Par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo. » Et nous terminons avec cette nouvelle. La France va restituer des œuvres d'art au Bénin. Le président français a pris la décision de restituer aux autorités béninoises des œuvres d'art emmenées en France en provenance de ce pays d'Afrique de l'Ouest pendant la période coloniale. Emmanuel Macron, le président français, a annoncé cette décision après avoir reçu un rapport dans lequel des experts lui recommandent de restituer à leur pays d'origine certaines œuvres d'art se trouvant dans les musées français. Celle qui va restituer au Bénin, des trônes et des statues ont été ramenés de ce pays en 1892 lors d'une guerre menée par la France contre l'ancien royaume du Dahomey. Ces œuvres d'art sont actuellement exposées au musée du Quai Branly à Paris. Durant la colonisation, des milliers d'objets culturels ont été saisis en Afrique par des pays occidentaux. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite le rappel des titres. NEMA s'apprête à accueillir demain le 50e anniversaire de l'indépendance nationale. Le bataillon mauritanien de la force du G5 Sahel, bientôt opérationnel, Mbeket Dahwash accueillera le poste de commandement de la zone ouest. Il y a quelques jours, le Maroc avait appelé en vain un dialogue avec l'Algérie. Rabat attend toujours la réponse d'Alger. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.